le cerveau et ses bobos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une capsule sur la mémoire. Donc, le cerveau, c'est le centre de commande de notre système en entier. En effet, il contrôle toutes les facettes de notre corps. Et une de ses fonctions les plus importantes, c'est la mémoire. Donc, la mémoire est sollicitée très souvent, que ce soit pour tenir une fourchette, pour se rappeler le nom de membres de notre famille ou même pour étudier pour un examen de bio, la mémoire est très nécessaire. Donc, Donc, la mémoire nous permet également de reconnaître la situation environnante, la comprendre et de s'y adapter. Et dans notre société qui avance de plus en plus, la mémoire est de plus en plus sollicitée. Que ce soit pour se rappeler d'un rendez-vous, pour se rappeler d'une saveur de café préférée. Et un de ces domaines où est-ce que la mémoire avance de plus en plus, ce serait l'éducation. Parce qu'avec la quantité de savoir grandissante, il y a aussi le besoin de savoir qui grandit également. Par contre, avec cette augmentation de savoir, il y a aussi une augmentation des savoirs qu'on oublie, donc la mémoire à court terme. Donc, en parlant de tout cela, nous pouvons voir qu'il y a différents types de mémoire, principalement la mémoire à court terme et à long terme, ainsi que différents types de mémoire, que ce soit procédurale pour les mouvements, sémantique ou épisodiale concernant les émotions. De plus, il y a différents types de maladies pouvant affecter la mémoire et avant cela, il est important de définir ce que c'est la mémoire. Une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Donc, ça inclut des notions, des faits, des événements, des images mentales qu'on peut conserver dans le but de les réutiliser. Donc ici, nous avons Moka Dessy, spécialiste dans les différents types de mémoire, qui va nous parler un peu plus des différents types de mémoire. Oui. Il y a plusieurs scientifiques qui ont utilisé la mémoire sur plusieurs modèles, mais le modèle qui est utilisé aujourd'hui est le modèle des 3 mémoires. Donc selon ce modèle, il y a 3 catégories. Et donc la première est la mémoire sensorielle, donc c'est vraiment la mémoire des sens, donc tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Mais par contre, donc on enregistre toutes les informations qui nous viennent de nos sens tout le temps, à chaque seconde. Il y a donc beaucoup d'informations, mais ça ne dure pas beaucoup de temps. Ça dure entre quelques millisecondes et 3 secondes. C'est ça. Donc, les mémoires, la mémoire sensorielle serait enregistrée dans les parties du cerveau concernées. Comme, mettons, si on voit quelque chose, l'information est enregistrée dans l'aire visuelle. Et si c'est quelque chose qu'on entend, ce serait l'aire auditive. Oui, tout à fait. Et après, il y a la mémoire à court terme, qui est aussi appelée la mémoire de travail. Et là, en fait, c'est là où il y a les informations qu'on a retenues de la mémoire sensorielle. Donc, ce sont des informations que notre cerveau a jugées essentielles. Et elles sont gardées pendant environ 30 secondes jusqu'à 1 minute. C'est là donc qu'on catégorise un peu les informations. Mais ça ne dure pas beaucoup de temps non plus. Ça dure entre 30 secondes et 1 minute. Donc, la capacité de stockage est également limitée, entre 7 éléments, plus ou moins 2 maximum. Tout à fait, oui. Et aussi, la mémoire à court terme, c'est situé dans le cortex préfrontal. C'est là que l'essence du raisonnement. Donc, la mémoire de travail, mais principalement, il va être stocké dans le cervelet et le cortex moteur, les régions associées au mouvement. Mais quand on va les utiliser, ils vont voyager jusqu'au cortex préfrontal parce que lorsqu'on va devoir raisonner, c'est là que les informations vont être disponibles à la conscience. Oui, vous parlez justement, on arrive après à la mémoire à long terme justement. Et c'est là où justement on retient vraiment les informations qu'on a jugées très importantes. Et là, on peut les stocker vraiment une durée. On peut dire qu'elle est illimitée parce qu'on peut retenir des informations toute notre vie. Et même la capacité de stockage, elle n'est pas très définie. Et vraiment, ça dépend de chaque personne. Parce que chaque personne va juger c'est quoi les informations qui sont essentielles pour elle. Ce n'est pas spécialement les mêmes pour tout le monde. Oui, tout à fait. Il y a un côté émotionnel à le degré d'importance qu'on accorde à une information. Exactement, oui. Exactement. Oui. Donc, tu parlais des différents types de mémoire. Donc vraiment, c'est ça les 3 grandes catégories de la mémoire. Mais ceux-ci sont un peu divisés aussi, surtout la mémoire à long terme qui est très grande. Donc la mémoire à grand terme, elle va être divisée en mémoire explicite et mémoire implicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mémoire explicite, ça va retenir les informations qui sont liées à la conscience. En fait, on sait qu'on les retient. Donc c'est vraiment les informations des connaissanmes.
tout le monde sait les équations qu'on utilise pour les mathématiques et tout ça, on les connaît. Et d'ailleurs, cette mémoire, elle est utilisée en mémoire sémantique et épisodique, comme vous avez parlé tout à l'heure. Et la mémoire sémantique, c'est vraiment les informations des règles, comme je vous ai dit, les informations des équations, de tout ça. Et la mémoire épisodique, c'est plus les événements qui se sont passés, des événements qui nous ont marqués durant notre enfance et durant notre vie. Justement, la mémoire épisodique, c'est assez spécial parce que vu qu'elle touche les émotions, et donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est que quand c'est enregistré dans le cerveau, ils vont passer par l'hypothalamus, qui est le centre où est-ce que ça sécrète des hormones aussi pour les émotions. Et ça va faire un circuit avec le thalamus et les corps mammillaires. Donc là, ça va faire un circuit appelé le circuit de Papez. Et la chose, c'est que quand l'information est enregistrée et qu'elle est répétée plusieurs fois, ça va créer des communications de plus en plus fortes. Et à un moment donné, ça va plus avoir besoin de l'hypothalamus pour donner des nouveaux souvenirs. Donc c'est pour ça que lorsque l'hypothalamus est endommagé, on ne peut plus créer des nouveaux souvenirs, mais les souvenirs qui étaient déjà là, ils y demeurent. Et de plus, la mémoire sémantique, elle semble passer par l'entremise du lobe temporal, où c'est dans cette région-là qu'on stocke l'information. Et ensuite, comme pour la mémoire de travail, quand on en a besoin, elle va revenir vers le cortex préfrontal pour être utilisée par notre conscience. Et c'est exactement ça. On ne connaît pas beaucoup les régions où sont stockées la mémoire, mais comme vous avez dit, justement, la mémoire épisodique, on en connaît un peu plus là-dessus. Mais par contre, il y a aussi une autre mémoire où on ne connaît pas grand-chose, mais c'est la mémoire implicite. C'est l'autre côté de la mémoire à long terme. Et elle est dite non déclarative parce que en fait, c'est vraiment des informations qu'on retient, mais qu'on n'a pas dans la conscience. Par exemple, le fait de comment jouer ou comment monter sur un vélo, quelque chose comme ça, on ne sait pas vraiment, on sait juste le faire. Donc ce sont des informations, ce sont des souvenirs qui sont stockés, mais qu'on n'en a pas conscience vraiment. Donc c'est vraiment ça les grandes catégories de la mémoire. C'est ça, et justement, cette mémoire non déclarative, elle va aussi agir un peu comme la mémoire procédurale de travail, parce qu'on ne sait pas vraiment où elle est stockée, justement, mais lorsqu'on va l'utiliser, eux aussi, ils reviennent dans le cortex préfrontal pour le centre de raisonnement. C'est exact. Donc c'est vraiment ça les grandes catégories et les types de mémoire qui existent et qu'on connaît jusqu'à nos jours. On ne connaît pas vraiment les détails, mais on connaît les grandes lignes. C'est ça. Merci beaucoup, Monia. Merci à vous. Donc maintenant que vous savez ce que c'est la mémoire, on va vous présenter quelques troubles de la mémoire. Commençons par Jean-Luc, un alcoolique de 6 mois atteint du syndrome de Korsakoff. Jean-Luc, t'es encore en train de boire. Non, pas vrai. Ça, oui. Allez, il faut voir le médecin maintenant. Quel médecin? C'est Madame Baclini qu'on est allé la voir la semaine Je dernière. connais pas Baclini. Je la connais, c'est ton médecin. Allez, viens. Non. Faut qu'on y aille. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien, merci. Alors, Eh bien, Marie, comme vous savez, il est alcoolique. C'est même pas vrai. C'est ça. Depuis 6 mois. Et il a été renvoyé de son travail dernièrement. Et il a commencé à avoir des troubles de mémoire. Il ne sait plus. Il oublie beaucoup de choses à la maison. Je sais qu'on tout ce qui fait. se passe, je me rappelle de tout. d'accord, donc il commence à oublier tous les événements depuis 6 mois à peu près? À peu près, oui. Ok. On avait fait des prises de sang, vous vous en souvenez la dernière fois? Oui. On a reçu les résultats. Votre mari aurait une carence en vitamine B1. En fait, cette vitamine permet d'utiliser les nutriments, donc j'imagine qu'il ne doit pas manger beaucoup, qu'il doit boire beaucoup. Oui. Je mange tous les jours 3 fois par jour. Je bois même pas d'alcool. D'accord, donc en fait, cette carence-là, il a dû avoir des lésions cérébrales qui sont irréversibles. Donc, il faudrait qu'on arrête tout de suite la consommation d'alcool, qu'on lui donne une grande dose de vitamine B1. Et ce serait bien s'il continue à venir me voir. Oui, bien sûr. C'est qui elle? C'est Madame Paclini, ton médecin. J'ai pas de médecin, c'est quoi le médecin? Correct. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment, on pourrait l'emmener dans l'institut pour qu'il arrête de boire parce que c'est très important. Ouais. On Tous est ses où? neurones sont déjà, il a beaucoup de neurones détruites. On est où ici? On est chez Madame Paclini. Et t'inquiète pas, c'est que ça va Je pas veux durer rentrer à la longtemps. maison. Ça va pas durer longtemps. Ça va bien se T'inquiète passer, pas. Jean-Luc, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, allons rencontrer Jacqueline, une hypermnésique qui se rappelle de tous les souvenirs qui lui arrivent. Et regarde, l'informatique. Ah, c'est vraiment cool. Ah, t'en souviens de lui?
Ouais, cette journée-là, on avait... Qu'est-ce qu'on avait fait encore? Ah, on était allé au parc avant. Puis on s'était bien amusé. On avait fait un pique-nique. On avait dû manger des sandwichs au jambon. C'était bon. Est-ce que tu te rappelles de tout? Ouais. Ça s'est passé il y a 10 ans. Pas toi? Alors là, pas du tout. Bonjour. Bonjour Jacqueline, enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Je suis docteur Desjardins. Ah ben, santé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez me dire? En fait, mes amis m'ont demandé de consulter parce que je paraît que ça serait pas normal, mais je me souviens de tout ce qui m'est arrivé. Partout, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pourriez me dire une date, une heure, et je me souviens exactement de tous les détails. Je vais prendre un exemple. Le 28 juillet 2001, à 3h d'après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'anniversaire de ma petite sœur. On était tous allés chez mes grands-parents. On a mangé un gâteau au chocolat. Et après, ma petite sœur s'est fait mal au doigt. Très impressionnant. En fait, ce que vous manifestez comme trouble, c'est pas encore confirmé, mais il faudra faire des IRM pour voir votre cerveau. Et en général, c'est ce qu'on appelle l'hypermnésie. En fait, votre lobe temporal est très développé, surdéveloppé comparé à la moyenne. Ainsi, tout ce que vous vous rappelez, vous le stockez directement dans la mémoire à long terme. Et vous organisez très bien votre mémoire. Alors, vous vous rappelez de tout ce qui se passe. Et dans votre cas, est-ce que vous pensez que ça serait inné, comme à partir de 5 ans, vous êtes supposé vous rappeler, ou acquis avec le temps? Exactement. Inné? Ouais, à peu près à l'âge de 5 ans, je me souviens de tout ce qui est arrivé. C'est ça. Pourquoi pas avant? Parce qu'en fait, avant, les enfants ils n'ont pas une très bonne mémoire, et la mémoire n'est pas très développée à cet âge-là. Comme à votre naissance, vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé, par exemple. Non, C'est ça. Un enfant ne peut pas se rappeler ce qui s'est passé. Ok, est-ce que ça pourrait se guérir ou il y a des médicaments qui existent? En fait, on n'est pas très avancé dans ce domaine parce que c'est très rare, les cas d'hypermnésie sont très rares. Alors, il y a des recherches qui sont faites, mais il n'y a rien de concret encore. Ça ne peut pas être soigné. Par contre, ça pourrait peut-être partir avec le temps, ce qui est rare aussi, mais c'est possible. Parce que il y a des gens qui vous aiment bien, parce que comme exemple vous, est-ce que vous, il y a des fois vous sentez des angoisses, quoi que ce soit, quand vous vous souvenir? Ouais, assez souvent, il y a des souvenirs que j'aimerais oublier, mais qui me reviennent constamment. Des souvenirs, des mauvais souvenirs. Et je dois être un peu agressive des fois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on m'a envoyé consulter aussi. Mais il faudra faire des IRM et puis on vous reviendra avec les résultats. D'accord. Merci Jacqueline. Merci beaucoup. Au revoir. Des recherches sur l'hypermnésie ont été faites récemment. Elles ont constaté qu'une certaine corrélation pouvait être établie entre les patients atteints de troubles obsessifs compulsifs, les gens qui veulent toujours tout organiser bien en ligne et bien carré, quoi, et les patients atteints d'hypermnésie. Parce que les patients atteints d'hypermnésie tendent souvent à vouloir toujours se rappeler leur mémoire, alors ils font toujours comme... Ils les répètent toujours dans leur tête pour bien les organiser, pour bien s'en rappeler. Et puis ça montrait que 9 patients sur 10 atteints d'hypermnésie avaient aussi des troubles obsessifs compulsifs. Comme pour Jacqueline, après ses IRM, on a découvert que son noyau codé ressemblait à ceux des patients atteints de troubles obsessifs compulsifs, ce qui montre une certaine corrélation entre les deux. Bien sûr, l'Alzheimer, c'est une des maladies de la mémoire les plus connues. C'est une maladie neurodégénératrice qui continue de dégénérer au niveau de la mémoire jusqu'à la mort. Mais pour en savoir plus, il faudra nous écouter sur nos ondes le dimanche prochain sur Cerveau et Cerveau. Donc, merci et à dimanche!